Stégosaure. Quand le Land Cruiser s'arrêta, Ellie Sattler découvrit à travers les traînées de vapeur le stégosaure parfaitement immobile. À côté de l'animal était garée une Jeep à la carrosserie barrée d'une bande rouge. Je dois reconnaître que celui-ci a une drôle d'allure, fit Malcolm. Long de 6 mètres, le stégosaure avait un corps massif, le dos protégé par de grosses plaques verticales et la queue armée de 4 épines de 90 centimètres de long. Mais son crâne était ridiculement petit, et son regard sans expression évoquait celui d'un cheval particulièrement stupide. Ils virent soudain apparaître un homme venant de derrière l'animal. C'est notre vétérinaire, le docteur Harding, dit Régis. Le stégo est malade et il l'a anesthésié, ce qui explique pourquoi l'animal ne bouge pas. Grant était déjà descendu de voiture et se dirigeait vers l'énorme dinosaure. Ellie descendit à son tour et se retourna quand le second Land Cruiser s'arrêta. Les deux enfants sautèrent aussitôt du véhicule. Qu'est-ce qu'il a comme maladie demanda Tim. Ils ne savent pas très bien, répondit Ellie. Les hautes plaques disposées le long du dos du stégosaure étaient légèrement inclinées sur le côté. L'animal respirait lentement, péniblement, avec un petit bruit de succion. C'est contagieux demanda Alex. Ils s'avancèrent vers Grant et le vétérinaire qui, à genoux, était en train d'examiner l'intérieur de la bouche du stégosaure. C'est vraiment une grosse bête, dit Lex. Et en plus, elle pue, ajoutait-elle en fronçant le nez. Tu as raison, dit Ellie. Elle avait déjà remarqué l'odeur particulière du stégosaure, ressemblant à celle du poisson avarié, et qui lui rappelait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à retrouver. Elle n'avait jamais eu l'occasion de sentir un stégosaure et c'était peut-être son odeur distinctive, mais elle en doutait, car la plupart des herbivores ne sentaient pas mauvais. Il en allait de même de leurs excréments. Seuls les animaux carnassiers pouvaient avoir une odeur aussi désagréable. Il sent mauvais parce qu'il est malade demanda Alex. Peut-être. N'oublie pas que le vétérinaire lui a injecté un tranquillisant. Ellie, fit Grant, veux-tu venir voir sa langue? La grosse langue d'un rouge sombre pendait de la bouche de l'animal. Le vétérinaire dirigea sur elle le faisceau d'une torche afin qu'Ellie puisse distinguer les toutes petites cloques argentées. Intéressant, murmura la jeune femme. Les stégos nous donnent bien des soucis, expliqua Hardin. Ils sont toujours malades. Quels sont les symptômes demanda Ellie en grattant la langue de la pointe de son ongle. Berk fit Lex en voyant un liquide clair s'écouler des cloques. Trouble de l'équilibre, désorientation, respiration difficile et diarrhée abondante, répondit Harding. Cela semble se reproduire à peu près toutes les 6 semaines. Il mange toute la journée? Et comment? Fit Harding. Un animal de cette taille doit ingérer en moyenne 250 kilos de fourrage par jour pour survivre. Donc il ne s'agit donc vraisemblablement pas d'un empoisonnement dû à une plante, déclara Ellie. Un animal broutant en permanence serait tout le temps malade s'il mangeait une plante toxique, pas une fois tous les 6 semaines. Je suis d'accord, dit le vétérinaire. Vous permettez demanda Ellie en prenant la torche. Le tranquillisant provoque-t-il une réflexe pupillaire? Oui, oui, il y a une contraction de la pupille. Mais elles sont dilatées, s'exclama Ellie. Harding se pencha en avant. La pupille du stégosaure était indiscutablement dilatée et elle ne se contractait pas en recevant la lumière. Ça alors s'écria le vétérinaire. C'est un réflexe pharmacologique. En effet, dit Ellie en se redressant. Quelle est la superficie du territoire des stégosaures? Environ 13 km². Dans la zone où nous sommes demanda-t-elle en regardant autour d'elle. Il se trouvait dans une vaste prairie où n'apparaissaient que de rares affleurements rocheux et quelques écharpes de vapeur s'élevant du sol. L'après-midi était bien avancé et le ciel prenait des reflets roses sous les nuages gris menaçants. Leur territoire se trouve un peu plus au nord-est d'ici, dit Harding. Mais quand ils tombent malades, c'est souvent par ici. Voilà un problème intéressant, songea Ellie. Comment expliquer la périodicité de l'intoxication? Vous voyez ces arbustes à l'aspect fragile demanda-t-elle en tendant le doigt. Là-bas?
Des arbres à chapelet, répondit Harding. Nous savons que les baies sont toxiques et les animaux n'en mangent pas. Vous en êtes sûr? Absolument. Nous les surveillons sur nos écrans vidéo, et pour m'en assurer, j'ai observé leurs excréments. Les stégos n'en mangent jamais. Melia azedarache, communément appelée arbre à chapelet, contenait plusieurs alcaloïdes toxiques et les Chinois s'en servaient pour empoisonner les poissons. Ils n'en mangent pas, répéta le vétérinaire. Intéressant, fit Ellie. Sinon, j'aurais dit que cet animal présente tous les symptômes d'une intoxication par les baies de cet arbre. Stupeur, formation de cloques sur la muqueuse buccale et dilatation pupillaire. Elle s'avança dans la prairie pour aller examiner les arbustes de plus près. Vous avez raison, lança-t-elle à Harding en se redressant. Les feuilles sont intactes, elles n'ont jamais été broutées. Et il y a cet intervalle de 6 semaines, lui rappela le vétérinaire. Quel est l'intervalle entre les passages des stégosaures à ces endroits? Ils passent à peu près une fois par semaine. Ils ont un trajet bien défini à l'intérieur de leur territoire et bouclent le circuit en une semaine. Mais ils ne sont malades qu'une fois toutes les 6 semaines, c'est ça? Exactement, dit Harding. Je m'ennuie, gémit Lex. Chut, fit Tim. Docteur Sattler essaie de réfléchir. Sans succès, dit-elle avant de s'engager plus avant dans la prairie. Quelqu'un a envie de lancer quelques balles? Entendit-elle Lex demander à la cantonade. Ellie se pencha pour scruter le sol parsemé de cailloux. Elle entendait le bruit du ressac quelque part sur sa gauche. Par terre, au milieu des pierres, il y avait des baies. Peut-être les animaux en mangeaient-ils? Non, cela ne tenait pas debout. Ces baies étaient beaucoup trop amères. As-tu découvert quelque chose? Demanda Grant en arrivant à sa hauteur. Rien que des cailloux, soupira-t-elle. Et nous devons être tout près du rivage car ils sont polis. Et ils sont disposés en drôles de petits tas. En drôles de petits tas? Répéta Grant. Il y en a partout. Tiens, regarde. Au moment où elle montrait du doigt un des tas de cailloux, elle comprit de quoi il s'agissait. Les cailloux étaient bien polis, mais ce n'était pas l'œuvre de l'océan. Il s'agissait de gastrolites. De nombreux oiseaux, ainsi que les crocodiles, avalaient du gravier qui s'accumule dans leur gésier, une de leurs poches digestives. Ces petites pierres les aident à broyer les aliments résistants avant qu'ils n'atteignent l'estomac et facilitent la digestion. Certains scientifiques pensent que les dinosaures avaient également des pierres stomacales. D'une part, les dents des dinosaures exhumés étaient trop petites ou trop peu usées pour avoir mâché leur nourriture, et l'on supposait qu'ils avalaient directement et laissaient les pierres stomacales broyer les fibres végétales. D'autre part, on avait découvert dans plusieurs squelettes des petits cailloux polis dans la région stomacale. Mais cela n'avait jamais pu être vérifié. Des gastrolites, dit Grant. Oui, je crois. Ils avalent ces pierres et au bout de quelques semaines, quand les cailloux sont devenus lisses, ils les régurgitent en laissant ces petits tas, puis ils en avalent d'autres. Et ce faisant, ils ingèrent des baies qui les rendent malades. Bon Dieu, s'écria Grant, je suis sûr que tu as raison. Il se pencha sur le petit tas de cailloux qu'il commença à remuer en suivant son instinct de paléontologiste. Brusquement, il cessa tout mouvement. Ellie, souffla-t-il, viens voir. Allez, vas-y, cria Lex tandis que Gennaro lui lançait la balle. Dans mon gant, dans mon gant. Elle la renvoya avec une telle force que l'avocat ressentit une brûlure en l'attrapant. Hé, doucement, je n'ai pas de gants, moi. Lavette, lança-t-elle d'un ton dédaigneux. Agacé, Gennaro lança la balle de toutes ses forces et il l'entendit frapper le cuir du gant avec un bruit sec. Ça, c'est bien joué, dit Lex. Debout près du dinosaure anesthésié, Gennaro continua de lancer la balle à la fillette tout en discutant avec Malcolm. Comment ce dinosaure malade s'intègre-t-il à votre théorie? C'était prévu, répondit le mathématicien. Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas prévu par votre théorie? Poursuivit Gennaro en secouant la tête. Écoutez, dit Malcolm, je n'y suis pour rien. C'est la théorie du chaos. Mais je constate que personne n'est disposé à prêter attention aux conséquences des lois mathématiques, car les conséquences pour la vie humaine ont eu tout autre ampleur que le principe de Heisenberg ou le théorème de Gödel, dont on nous rebat les oreilles et qui sont plutôt des considérations théoriques
bien philosophique, alors que la théorie du chaos s'applique à la vie de tous les jours. Savez-vous pourquoi on a commencé à construire des ordinateurs? Non, répondit Gennaro. Allez, dans mon gant, hurla Alex. Les premiers ordinateurs ont été construits à la fin des années 40, parce que des mathématiciens comme John von Neumann pensaient que celui qui disposerait d'un ordinateur, une machine capable de traiter simultanément un grand nombre de variables, serait en mesure de faire des prévisions météorologiques, réussir à enfin faire entrer le temps dans le champ de la connaissance humaine. Et pendant 40 ans, des hommes ont poursuivi ce rêve. Ils ont cru que, pour faire des prévisions, il suffisait d'emmagasiner les informations, que si l'on avait les connaissances suffisantes, on pouvait tout prévoir. Depuis Newton, c'est une croyance chère aux scientifiques. Et alors? La théorie du chaos démontre que ce n'est qu'un mirage. Elle nous apprend qu'il est absolument impossible de prédire certains phénomènes. Le temps qu'il fera ne peut pas être prédit plus de quelques jours à l'avance. Tout l'argent dépensé pour les prévisions à long terme, un demi-milliard de dollars en quelques décennies, est de l'argent gaspillé, dépensé en pure perte. Une entreprise aussi illusoire que de vouloir transformer le plomb en or. Nous nous moquons de ce que les alchimistes essaient de faire, mais les générations futures se moqueront de nous de la même manière. Nous avons tenté l'impossible, et nous y avons englouti en vain des sommes considérables. Il existe en fait de grandes catégories de phénomènes qui, par essence, sont imprévisibles. C'est ce que dit votre théorie. Oui, et il est stupéfiant de voir si peu de gens l'accepter. J'ai fourni tous les éléments à Hammond bien avant qu'il vienne s'installer ici. Vous voulez fabriquer des animaux préhistoriques et les faire vivre sur une île? Parfait. C'est un beau rêve, une idée séduisante. Mais cela ne se passera pas comme prévu. C'est un projet dont l'évolution est imprévisible, comme celle des conditions atmosphériques. Vous lui avez dit ça? Demanda Gennaro. Oui, je lui ai également dit que des perturbations étaient inéluctables et qu'il fallait à l'évidence redouter des problèmes d'adaptation des animaux à leur environnement. Ce stégosaure vivait il y a 100 millions d'années et il n'est pas adapté au monde d'aujourd'hui. L'air, le rayonnement solaire, le sol, les insectes, les sons, la végétation sont différents. Tout est différent. La teneur en oxygène a diminué. Ce pauvre animal est dans la situation d'un être humain à 3000 mètres d'altitude. Écoutez-le respirer. Et les autres risques? En gros, la capacité du parc à contrôler le développement d'êtres vivants. Dans l'histoire de l'évolution, la vie renverse toutes les barrières. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires. C'est parfois ardu, parfois dangereux, mais la vie trouve toujours un moyen. Je ne voudrais pas philosophier, achevait Malcolm en secouant la tête, mais c'est ainsi que vont les choses. Le regard de Gennaro se porta dans la direction d'Alan et Ellie. Les deux scientifiques les appelaient en agitant les bras. Vous avez trouvé mon coca? Demanda Nedry en voyant Muldoon revenir dans la salle de contrôle. Muldoon ne se donna pas la peine de répondre. Il se dirigea directement vers le moniteur pour voir s'il y avait du nouveau et il entendit la voix de Harding. Le stégo, enfin, nous en occupons. De suite. Que se passe-t-il? Demanda Muldoon. Ils sont tout au sud, à la pointe de l'île, répondit Arnold. C'est pourquoi la communication est mauvaise. Je vais les prendre sur une autre fréquence. Mais ils ont découvert pourquoi les stégos sont malades. C'est à cause de certaines baies qu'ils avalent. J'étais sûr que ce problème serait résolu un jour ou l'autre, fit Hammond. Je ne trouve pas cela impressionnant, dit Gennaro en regardant le petit fragment blanc, pas plus gros qu'un timbre-poste, posé sur le bout de son doigt. Vous en êtes absolument sûr, Alan? Sûr et certain, répondit Grant. Ce qui me permet d'être aussi affirmatif, ce sont les dessins sur la courbure de la surface intérieure. Retournez-le, et vous remarquerez un réseau de petites lignes en saillie, formant des triangles grossiers. Oui, en effet, je les vois. Eh bien, nous avons mis au jour dans le Montana 2 œufs présentant les mêmes dessins à l'intérieur de la coquille. Et vous affirmez que ce que je tiens est un fragment de coquille d'œuf de dinosaure? Je suis formel, dit Grant. Non, nos dinosaures ne peuvent pas se reproduire, objecta Harding. Apparemment, il est manifeste que si, rétorqua Gennaro. Ce doit être un œuf d'oiseau, poursuivit le vétérinaire.
Il y a des dizaines d'espèces qui nichent dans l'île. Regardez bien la courbure, fit Grant en secouant la tête. La coquille presque plate est celui d'un œuf de grande taille. Et remarquez l'épaisseur de cette coquille. À moins qu'il n'y ait des autruches dans l'île, il s'agit d'un œuf de dinosaure. Mais je vous assure qu'ils ne peuvent pas se reproduire, insista Harding. Tous nos animaux sont des femelles. Tout ce que je sais, répliqua Grant, c'est qu'il s'agit d'un œuf de dinosaure. Et pouvez-vous déterminer de quelle espèce demanda Malcolm. Oh oui, répondit Grant. C'est un œuf de vélociraptor. Contrôle. Absolument ridicule, S'écria Hammond. c'est nécessairement un œuf d'oiseau. Je ne vois pas ce que cela pourrait être d'autre. La radio émit quelques craquements, puis il entendit la voix de Malcolm. Nous pouvons nous livrer à une petite expérience, si vous êtes d'accord. Voulez-vous demander à M. Arnold d'afficher sur l'écran d'un ordinateur un de ses tableaux de comptage? Tout de suite? Oui, tout de suite. Si j'ai bien compris, nous pouvons le recevoir sur la console de la voiture de M. Harding. Voulez-vous le lui demander, je vous prie? Pas de problème, dit Arnold. Quelques instants plus tard, dans la salle de contrôle, un tableau s'afficha sur un écran. C'était un tableau recensant les dinosaures du parc, avec 4 colonnes, une avec le nom des espèces, une avec le nombre recherché, une autre avec le nombre trouvé et la dernière avec la version des dinosaures. Et enfin, tout en bas s'affichait le total des dinosaures recherchés et trouvés, qui était de 238. J'espère que vous êtes satisfait, Grommela Hammond. Est-ce que vous le recevez sur votre écran? Oui, dit Malcolm, nous l'avons. Tout a été prévu, comme toujours. Poursuivit Hammond sans dissimuler sa satisfaction. Et maintenant, reprit Malcolm, pouvez-vous demander à l'ordinateur de rechercher un nombre différent d'animaux? Quel nombre? Demanda Arnold. 239. Une minute, fit Arnold, l'air perplexe. Quelques instants plus tard, le tableau se mit à jour. Et tout en bas, le total des animaux trouvés affichait 239. Qu'est-ce que ça veut dire? S'écria Hammond en se raidissant sur son siège. Nous avons trouvé un nouveau compi? D'où sort-il? Je n'en sais rien. En effet, sur la ligne du tableau nommé Procompsognathus, le nombre recherché était 49 et celui de trouvé était de 50. Le numéro de la version était passé à 2 points d'interrogation. Et maintenant, dit la voix de Malcolm après quelques grésillements de la radio, pouvez-vous demander à l'ordinateur de chercher, disons, 300 animaux? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Demanda Hammond d'une voix vibrante. 300 animaux? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Attendez un peu, dit Arnold. Cela va prendre quelques minutes. Il appuya sur plusieurs touches et la première ligne s'afficha sur l'écran. Total animaux 239. Je ne comprends pas où il veut en venir, Lança Hammond. Moi, je crains de comprendre, murmura Arnold sans quitter des yeux l'écran sur lequel le nombre des animaux de la première ligne commençait à augmenter régulièrement. Total animaux 244. 244? S'exclama Hammond. Mais que se passe-t-il? L'ordinateur est en train de procéder au comptage des animaux du parc, répondit Wu. De tous les animaux. C'est ce que j'ai toujours cru qu'il faisait. Nedry, vous avez fait une autre connerie? Non, répondit le programmeur en levant les yeux de sa console. L'ordinateur permet à l'opérateur d'entrer le nombre attendu d'animaux afin d'accélérer le processus de comptage. Et par souci de commodité, il n'y a pas d'erreur de programmation. Il a raison, dit Arnold. Nous avons toujours utilisé ce nombre de 238 parce que nous n'avons jamais imaginé qu'il pourrait y en avoir plus. Total animaux 262. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? S'écria Hammond. Ces animaux ne peuvent pas se reproduire. L'ordinateur doit compter des mulots ou autre chose. C'est aussi mon avis, dit Arnold. Il s'agit très probablement d'une erreur dans la recherche visuelle, mais nous allons bientôt le savoir. Ils ne peuvent pas se reproduire, hein? Lança Hammond en se tournant vers Henry Wu. Non, répondit le généticien. Total animaux 270. Mais d'où viennent-ils demanda Arnold.
Pas la moindre idée, répondit Wu. Et ils regardèrent en silence le nombre qui continuait d'augmenter. Total animaux 283. Bordel de merde! Jusqu'où cela va-t-il aller? Entendirent-ils Gennaro demander. Puis ce fut la voix de la fillette qui leur parvint. Je commence à avoir faim. Quand est-ce qu'on rentre? Bientôt, Lex, bientôt. Un message d'erreur s'afficha soudain sur l'écran. Erreur, recherche paramètre 300, animaux non trouvés. Une erreur, Murmura Hammond en hochant la tête. c'est bien ce qui me semblait. Dès le début, je me suis dit qu'il devait y avoir une erreur. Mais quelques instants plus tard, un nouveau tableau s'afficha sur l'écran. Total animaux recherchés 238, trouvés 292. Sur les 15 espèces de dinosaures que comprenait le tableau, 5 avaient vu leur nombre d'animaux augmenter. Les Maiasaura qui étaient passés de 21 à 22, les Procompsognathus qui étaient passés de 49 à 65, les Otnielia qui étaient passés de 16 à 23, les Hypsilophodons de 33 à 34 et les Vélociraptors qui étaient passés de 8 à 37. Vous voyez maintenant l'inconvénient de votre système, déclara Malcolm. Vous ne cherchiez que le nombre de dinosaures que vous vous attendez à trouver. Vous redoutiez de perdre des animaux et votre système de surveillance était conçu pour vous avertir immédiatement si certains manquaient à l'appel. Mais le problème n'était pas là. Le problème, c'est qu'il y avait plus d'animaux que prévu. Bon Dieu, souffla Arnold. C'est impossible, affirma Wu. Nous savons combien nous en avons lâché dans le parc, et il ne peut pas y en avoir plus. Je crains que si, Henry, répliqua Malcolm. Vos dinosaures se reproduisent. Non! Même si vous refusez de considérer comme une pièce probante la coquille d'œuf de Grant, vos propres observations en apporteront la preuve. Regardez la courbe de répartition des tailles pour les compis. Arnold va vous les montrer. Sur l'écran, une courbe de distribution normale apparut. Avez-vous remarqué quelque chose? Demanda Malcolm. C'est une distribution de poissons, répondit Wu. La courbe est normale. Mais ne m'avez-vous pas dit que les compis avaient été fabriqués en 3 lots, à 6 mois d'intervalle? Si, mais dans ce cas, vous devriez avoir dans votre graphique des pics pour chacun des 3 lots, expliqua Malcolm en tapotant le clavier. Comme ceci. Sur l'écran, une nouvelle courbe apparut, avec 3 pics distinctifs. Mais ce n'est pas la courbe que vous avez obtenue, reprit le mathématicien. La vôtre est celle d'une population qui se multiplie. Vos compis se reproduisent. Je ne vois pas comment ça serait possible, fit Wu en secouant vivement la tête. Ils se reproduisent, tout comme les Otnielas, les Maiasaras, les Ipsis et les Vélociraptors. Seigneur, murmura Muldoon, il y a des raptors en liberté dans le parc. Allons, ce n'est pas si grave. Fit Hammond, le regard rivé sur l'écran. L'augmentation de la population est limitée à 3 espèces, disons 5. Pour 2 d'entre elles, cette augmentation est minime. Qu'est-ce que vous racontez? Dit Wu en haussant la voix. Vous ne comprenez donc pas ce que cela implique? Bien sûr que si, Henry. Cela implique que vous avez tout foiré. Absolument pas. Vos dinosaures sont féconds, Henry. Mais c'est impossible, rétorqua Wu. Je vous répète que ce sont toutes des femelles. Il doit y avoir une erreur. Et regardez ces chiffres. L'accroissement est réduit chez les animaux de grande taille, Maiasaurus et Hypsilophodon, mais il est important chez les petits. Cela ne tient pas debout. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, dit la voix de Grant à la radio. Je pense que ces chiffres confirment qu'il y a bel et bien reproduction dans 7 sites disséminés dans l'île.